aussi me présenter comme mes collègues l'ont fait. Donc, je suis professeur de sciences économiques à l'Université de Toulouse 1. Je suis chercheur au LEREPS et je suis le seul professeur d'économie à UT1 qui ne fait pas partie de l'Église Toulouse School of Economics. Donc, j'ai été en fait nommé à Toulouse suite au concours d'agrégation interne. Et j'ai choisi de venir donc à Toulouse. Et mes collègues et amis d'en face n'ont donc pas réussi à maîtriser ce recrutement. Et donc ils se sont retrouvés avec quelqu'un qui n'acceptait pas de rentrer dans leur église. Donc voilà la présentation sommaire. Alors je vais me situer par rapport aux deux questions qui nous ont été posées. Première question, j'irai assez vite. Quel est d'après moi l'état de la discipline ? Et puis après, je me situerai par rapport au projet d'avenir, mais en me centrant sur la question de la section, de l'éventualité d'une nouvelle section. Alors pour moi, l'état de la discipline, je vais dire des choses assez connues, je pense. L'état de la discipline est contrasté, tout simplement parce qu'il me semble que les attentes à l'égard des économistes sont aujourd'hui extraordinairement importantes. Elles ont changé de nature. Ce ne sont pas des attentes, me semble-t-il, en termes de prévision économique, quoique. Ce sont plutôt des attentes en matière de compréhension du monde, compréhension de ce qui se passe, compréhension de la crise, compréhension de ce qu'est la mondialisation. Est-ce que c'est la même chose que l'internationalisation ? Les gens ont besoin de comprendre. Et face à ce besoin de comprendre, face à cette exigence d'intelligibilité à la fois des discours et des méthodes, eh bien, le mainstream s'enferme en réalité dans un formalisme qui est un formalisme croissant des énoncés. Les énoncés sont abscons, sont tautologiques et en réalité sont plutôt privilégiés, me semble-t-il, des connaissances certifiées académiques, plutôt qu'en réalité une compréhension du monde dans lequel nous vivons. Donc un écart croissant entre les attentes et les réponses que donne le mainstream. D'où, me semble-t-il, un scepticisme croissant de l'opinion publique à l'égard de la discipline et évidemment une chute des effectifs étudiants parce que les étudiants se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans une discipline comme celle-là. Ce scepticisme me semble renforcé par le fait que quand on se demande mais qui est nobélisable en France, la réponse qui semble pratiquement évidente puisqu'on lui donne une médaille d'or, c'est Jean Tirole. Et je vous assure qu'à chaque fois qu'il y a ce quasi-prix Nobel avec tous les guillemets nécessaires qui est attribué, je tremble à Toulouse en me disant pourvu que ce ne soit pas Tirole qu'il est, parce que là vraiment ça serait un désastre. Bon, alors les économistes qui ne sont pas dans l'église eh bien, ont du mal à se faire entendre, me semble-t-il. Et donc je pense qu'un des enjeux essentiels pour la FEP, c'est justement de se faire entendre, d'être capable de produire finalement des éléments de compréhension du monde que nos amis d'en face ne produisent décidément pas, et d'ailleurs ça ne les intéresse pas nécessairement beaucoup. Et j'en arrive maintenant donc à ce que je veux vous dire à propos des projets d'avenir. Alors je ne vais pas vous parler beaucoup d'évaluation ni d'agrégation, puisque ceci a déjà été évoqué, je suis à peu près d'accord, globalement d'accord avec ce qui a été dit, même si au passage je voudrais dire que mon laboratoire, le LEREPS, a été évalué par une commission qui a en même temps évalué nos amis d'en face, ce qui veut dire que quand on se retrouve avec des membres de commission qui vont utiliser les mêmes critères d'évaluation pour évaluer l'Église et ceux qui ne sont pas dans l'Église, vous comprenez toutes les difficultés que l'on peut avoir. Juste sur la façon dont l'évaluation s'est faite, un mot, 1,5 ligne sur notre projet scientifique. 1,5 ligne d'évaluation sur notre projet scientifique. Et tout le reste, c'est de la controverse sur le nombre de publiants, sur la façon dont on compte les publications. Bon, voilà, je ne vais pas développer. Bon, alors, je pourrais vous en dire bien sûr bien davantage. Alors, j'en arrive à ce qui me semble le point central qui n'a pas été beaucoup évoqué par mes collègues, c'est la question de la section, qui est une question vraiment très, très importante. Alors, avant de venir ici,
parce que c'est notre fonctionnement au LEREPS, j'ai proposé à mes collègues du conseil de laboratoire, en fait, que nous ayons ce débat entre nous, de façon à ce que je n'exprime pas une position totalement personnelle ou individuelle, mais une position plutôt collective qu'individuelle, même si je suis absolument d'accord avec notre position collective que j'assume pleinement. Je pense que cette question de la nouvelle section à Toulouse, nous sommes assez bien placés d'une certaine manière pour la discuter, parce que nous sommes absolument conscients à Toulouse de l'effet de verrouillage des institutions. Vous l'imaginez bien, puisque en réalité, ça fait maintenant plus de 20 ans que nous n'avons même pas un strapontin dans les commissions spécialistes ou l'équivalent des commissions spécialistes, c'est-à-dire les comités de sélection. Ça signifie que nous ne maîtrisons absolument pas la maquette des enseignements. Et d'ailleurs, l'année prochaine, le cours d'économie politique sera supprimé dans la maquette des M1. Et nous ne maîtrisons aucun des masters. Le seul master dont j'ai été responsable pendant quelques années a été supprimé. C'était un master d'économie appliquée. Donc, quand je parle de verrouillage des institutions, quand vous parlez de verrouillage des institutions, je pense qu'à Toulouse, on est vraiment bien placé pour savoir ce que signifie le verrouillage des institutions. Et on pourrait penser spontanément comme ça que notre aspiration, en fait, à la création de nouvelles institutions et de nouvelles sections CNU devrait être logiquement, donc, extrêmement forte. Eh bien, en réalité, ce n'est pas notre position. Notre position n'est pas celle-là. Nous exprimons un fort scepticisme sur l'utilité, la nécessité, le caractère souhaitable de la création de nouvelles sections. Et je vais vous dire en quels termes, pourquoi nous exprimons ce scepticisme. D'abord, nous pensons que ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste et il nous semble qu'être radical aujourd'hui, c'est être radical et en même temps crédible. C'est-à-dire être radical et proposer des choses qui sont irréalistes paraît quelque chose de très dangereux. Et nous ne croyons pas au grand soir du changement politique, c'est-à-dire que nous ne pensons pas, au vu de l'expérience passée, que des alternatives ou des alternances politiques seraient suffisantes en quelque sorte pour, en quelque sorte par miracle, changer la donne, y compris au sein de l'université. L'histoire sur les agrégés de droit, peut-être que le poids des agrégés de droit n'aurait pas été celui-là si le contexte avait été différent. Mais en l'occurrence, l'agrégation n'a pas été supprimée en 1981 et il n'est pas certain qu'un changement de majorité politique spontanément créerait des conditions plus favorables. Si par aventure une nouvelle section était créée, alors les questions seraient très nombreuses. Quels en seraient les moyens ? Quels seraient les moyens ? À qui ces moyens seraient-ils pris ? Est-ce qu'ils seraient pris aux autres ? Est-ce que ce seraient des moyens supplémentaires ? On peut penser que les moyens en question ne seraient pas nécessairement extraordinairement importants. Quelle serait la désignation de la section ? Ce n'est pas un détail, la désignation de la section. Donc on ne pourrait évidemment pas s'appeler sciences économiques. Alors comment s'appellerait-on ? Économie politique. Mais à chaque fois qu'on ajoute un qualificatif à quelque chose, on affaiblit la portée du sens. Si je vous dis « je vous aime bien », ce n'est pas la même chose que dire « je vous aime ». Donc attention à la question de la désignation, c'est une question qui est absolument centrale, mais moyens et désignation sont absolument liés. Ce que nous pensons, c'est la deuxième raison, c'est qu'il y a des risques très importants d'effets pervers. Tout à l'heure, mais je ne voudrais pas surinterpréter sa pensée, notre collègue sociologue économiste sociologue, François, a parlé de balkanisation. Il y a bien sûr un risque de balkanisation, mais il y a aussi un risque qui est que dès lors que les moyens de cette supposée nouvelle section existeraient, eh bien, ils nous seraient opposés pour à chaque fois dire en matière de recrutement ou en matière de promotion, écoutez, mais adressez donc les candidats à la nouvelle section, ce qui veut dire que les portes qui sont déjà fortement fermées de la section 05 seraient à ce moment-là définitivement fermées et avec une légitimité extraordinairement forte, puisque une nouvelle section aurait été créée. Donc attention à ces effets pervers, parce que à ne pas prendre en compte les effets pervers, à ne pas prendre en compte le caractère réaliste ou pas réaliste des propositions, à s'en remettre en quelque sorte à un changement politique, c'est quelque part prendre un risque qui me semble considérable. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aux yeux des collègues du LEREPS, du conseil de laboratoire et du comité de direction, ce n'est pas souhaitable
c'est pas simplement que ce n'est pas réaliste ou que ce n'est pas crédible ou que ça produit des effets pervers, mais ce n'est pas souhaitable. Et là, probablement, les choses deviennent plus graves. Pourquoi? Parce que, en définitive, quand on essaie de réfléchir, la question a été posée aux intervenants de la table ronde, quels seraient les fondements intellectuels d'une nouvelle section? Alors là, on est face à une difficulté qui est une difficulté énorme. Parce que nous sommes ici dans un univers qui est le nôtre, qui est un univers de très grande diversité. Est-ce que véritablement l'objectif de la FEP est de fondre cette diversité? Que l'on ait ensemble des questionnements communs me paraît évidemment extraordinairement important. Que l'on revendique ces questionnements me paraît extrêmement important, mais je crois qu'il est non souhaitable de chercher en quelque sorte à tout prix à essayer de dégager un corpus qui nous serait parfaitement commun, ou alors il serait commun à un tel niveau d'agrégation qu'en réalité il manquerait, me semble-t-il, son objectif. Alors il me semble que le projet qui est porté par la FEP, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire dans les premiers documents qui ont été produits par la FEP, c'est plutôt un projet qui est marqué par l'affirmation de la diversité. Et c'est ça ce qui me paraît absolument central, c'est-à-dire l'affirmation de la diversité des approches, l'affirmation de la diversité des objets, l'affirmation de la diversité des méthodes. Et le message principal, en tout cas le premier des deux messages que je voudrais ici délivrer, c'est que c'est cette diversité qu'il faut absolument revendiquer et promouvoir en mettant sur la défensive tous ceux qui la contestent au nom d'une bonne économie. Parce que les autres contestent évidemment ça et disent « nous sommes les seuls à faire une bonne économie, nous sommes les seuls en réalité à être capables de poser des énoncés scientifiques et tous ceux qui ne les posent pas comme nous, en réalité, ne font pas de la bonne économie ». Donc, revendiquer et promouvoir la diversité me semble quelque chose d'absolument central et eh bien, il faut mettre sur la défensive ceux qui contestent cette diversité et qui pourront à ce moment-là ou qui pourraient à ce moment-là apparaître comme étant des idéologues. C'est très dangereux de refuser la diversité parce que quand on refuse la diversité, ça veut dire qu'on prétend être les seuls à définir une vérité scientifique. Dans le champ des sciences sociales, ça me paraît extrêmement difficile. Oui, alors je termine bientôt. Il me semble que et c'est le deuxième message, peut-être je me maintiendrai alors là, c'est que, en fait, pour justement rassembler dans la diversité et en même temps rassembler pour la diversité, rassembler dans et rassembler pour la diversité, il me semble qu'avec la FEP, la donne change. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, mais bien sûr, ceci a toujours existé. Simplement, ce qui a existé dans le passé, ça a été notre très grande difficulté à nous rassembler. Et donc, il ne s'agit pas ici de nous rassembler dans un corpus commun, il s'agit ici de nous rassembler pour précisément revendiquer, promouvoir la diversité pour la diversité elle-même. Alors, ce travail-là est un travail qui prendra énormément de temps. Le travail de reconquête est un travail qui prendra énormément de temps, mais il me semble qu'il vaut mieux le construire dans le temps en évitant les coups d'éclat, plutôt que de chercher en quelque sorte à se saisir d'une question ou d'une autre pour pouvoir à tout prix en quelque sorte modifier des institutions. Et je termine maintenant juste en vous disant qu'il me semble que un chantier sur lequel il faudrait absolument travailler, mais ceci a été dit tout à l'heure, c'est la construction de référentiels alternatifs d'évaluation. Ça, c'est très important. La construction de référentiels alternatifs donc, qui permettrait d'évaluer à la fois le travail des laboratoires, le travail des chercheurs, le travail de publication, bien sûr, aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une revue? Est-ce que toutes les publications sont nécessairement des revues? Voilà. Et la construction de ce référentiel alternatif me semble être aujourd'hui le moyen le plus sûr pour faire aboutir notre revendication de la diversité. Voilà. Merci.